commence par vous dire bonjour. Bonjour, bonsoir et bienvenue à notre cours d'éthique. Aujourd'hui, nous allons parler beaucoup de concepts qui s'appellent autorité. Parce que vous savez que les gens qui ont des problèmes d'éthique habituellement utilisent mal leur autorité. Vous savez que l'autorité, c'est un droit. Le droit qu'on nous donne de commander. C'est un pouvoir aussi, mais un pouvoir légitime. Okay? Par exemple, un policier et un bandit. Le policier a un pouvoir légitime parce que c'est l'État qui lui donne ce pouvoir. Pourtant, un bandit a quand même un pouvoir parce qu'il a une arme. Les deux ont des armes, mais le policier a un pouvoir légitime. C'est ce qu'on appelle une autorité. Pourtant, le bandit n'a pas de pouvoir légitime. OK? Donc, l'autorité, c'est le droit de commander. Vous allez gérer des entreprises, vous allez travailler avec d'autres, vous allez avoir un certain pouvoir sur les autres, la capacité de faire. L'autorité, on va vous donner le droit de commander. Et là, je vous dis tout de suite, c'est un terme qui fait référence au droit. Quelqu'un possède de commander. Et l'idée même de cette affaire-là, c'est de dire qu'il va y avoir un minimum, ou en d'autres termes, une minorité, ce serait bien de dire une minorité, qui va commander une majorité. C'est ça. Parce qu'on ne peut pas avoir trop de chefs. Même dans une entreprise ou dans une organisation, vous allez voir, c'est un entonnoir. Et dans l'intérêt, l'idée même d'autorité a pour conséquence qu'une minorité doive l'exercer dans l'intérêt du groupe. OK? Donc, là, on peut voir qu'il y a un meneur et un suiveur. Mais il faut, l'éthique va parler des valeurs. Donc, il ne faut pas, c'est important, et il faut regarder tout ça, et il faut dire qu'on ne doit pas utiliser, par exemple, de dire que moi j'ai mon autorité, je peux écraser l'autre. Ça, c'est l'autoritarisme. C'est utiliser son autorité de façon abusive. Là, c'est pas bon. OK? Donc, il y a plusieurs façons qu'on peut comprendre ce concept. L'autorité dont je vous parle, c'est l'autorité hiérarchique. C'est le terme qui a été proposé par Weber, qui fut le premier à parler de l'autorité dans les organisations. C'est le terme hiérarchique, c'est le terme qui est associé au concept d'autorité. C'est la répartition de l'autorité parmi les fonctions organisationnelles. L'autorité hiérarchique, c'est la répartition de l'autorité. Donc, il y a une ligne hiérarchique, c'est les liens verticaux, les liens, ça va du haut vers le bas. C'est appartient à celui qui se trouve à divers échelons, c'est-à-dire divers niveaux de l'entreprise, des gens qui ont le droit de prendre des décisions stratégiques, c'est-à-dire des décisions qui sont des fois irréversibles ou des décisions qui ont des orientations globales, et les décisions administratives, des gens qui sont là probablement, qui sont là pour gérer, pour administrer. Et elle est descendante dans tous les secteurs de l'organisation.
et ce sont des décisions qui s'appliquent dans tous les secteurs de l'organisation. OK? Donc, là, si on dit traditionnellement, l'autorité est descendante du haut vers le bas, hein, des propriétaires ou des actionnaires vers le conseil ou vers le conseil d'administration, président, vice-président, propriétaire, actionnaire, ensuite le conseil, ensuite on a PDG ou le président, vice-président, les cadres intermédiaires, et vers les employés. Okay? Donc, on peut regarder et tout ça. On n'a pas besoin de ça, vraiment, mais vous savez déjà, les étudiants en gestion, on commence. Le premier niveau, c'est vraiment le niveau là où l'on retrouve les propriétaires, les actionnaires, l'assemblée des actionnaires. Ensuite, vous avez conseil d'administration, conseil d'administration ou l'assemblée. Ensuite, on a l'assemblée des actionnaires, ensuite le conseil, ensuite le PDG, et après, vous allez avoir les vice-présidents, etc., etc. OK? C'est pour vous montrer la hiérarchie. Il y a Chester Barnard, il a dit que dans l'organisation, c'est un système de coopération harmonieuse. Pour lui, il doit y avoir coopération entre le pouvoir et les subordonnés. OK? Donc, et là, l'éthique va venir parce que ce pouvoir-là doit être un pouvoir qui est fait de façon à ne pas écraser l'autre. Donc, il a dit, il y a 4 conditions à remplir pour que les subordonnés acceptent un système de communication qui est fondé sur l'autorité. Donc, la communication doit être comprise. Si vous êtes en train de me parler, je dois comprendre ce que vous voulez me dire. Donc, au moment de la décision, l'employé pense que l'ordre est cohérent. Ce qu'on me dit est cohérent. Ensuite, au moment de la décision, l'employé pense que l'ordre est compatible avec ses intérêts. Ce que vous me demandez de faire par rapport avec mes intérêts aussi, je vais faire de l'argent, je vais avoir une promotion. Ensuite, l'employé pense qu'il est physiquement et mentalement capable d'obéir à la communication. Il faut demander à chacun ce que chacun peut donner. On est là, l'autorité repose d'abord sur la raison. Donc, c'est le droit de commander, de prendre des décisions, c'est le pouvoir légitime de commander ou de diriger les subordonnés afin d'être capable d'utiliser les ressources. Une entreprise va permettre à un individu d'exercer une certaine autorité en raison de sa position hiérarchique dans l'entreprise, c'est-à-dire le titre que ce dernier détient au sein de l'organisation. OK? Maintenant, nous allons voir l'autorité et le commandement. Lorsqu'on parle du commandement, l'autorité et le commandement. L'autorité, vous savez, c'est le droit de commander et le commandement, commander, c'est faire faire. Hein, vous allez voir ça en donnant des ordres. Dans le domaine de l'action, l'autorité se manifeste principalement par le commandement. L'autorité, c'est principalement par le commandement. Dans le domaine de l'action, il faut commander, par exemple, le service militaire, ils vont vous donner des ordres. Mais vous allez voir dans l'entreprise, il faut faire attention dans l'entreprise pour ne pas donner des ordres et puis les gens vont devenir très frustrés. C'est clair. Et pour cette raison, on commence avec tout ça pour vous montrer le côté éthique dans tout ça. Hein? On fait un petit peu de gestion pour vous montrer le côté éthique dans tout ça parce que l'action s'exerce en 2 manières.
on fait les choses soi-même ou on les fait faire. Hein? Et on peut faire les choses où on les fait faire. Hein? Mais lorsqu'on dit commander, commander, c'est faire faire, mais en donnant des ordres. Commander, commander c'est faire faire, ou plus précisément, c'est faire faire en donnant des ordres. Celui qui est commandé, il va exécuter l'ordre reçu. Celui qui est commandé, il obéit. Tantôt l'ordre est personnel, l'ordre est concret. Faites ceci, faites cela. Il est général. Il va prendre la forme d'instruction ou de règlement. Je peux écrire quelque chose, par exemple, défendre quelqu'un de fumer, et vous écrivez ça sur une feuille de papier, vous apposez ça dans l'entreprise. C'est un ordre, mais ça prend la forme ce qu'on appelle la forme d'instruction. C'est une instruction qu'on donne. OK? Donc là, tantôt l'ordre est général, comme je vous dis, tantôt l'ordre prend la forme d'instruction. Donc, au sommet de l'ordre social, on retrouve le chef politique, le chef commande, le chef fait des lois et le citoyen ou le sujet doit obéir. Hein? Et ça, c'est au sommet de l'ordre social. Par exemple, ce qu'on appelle le Parlement va faire des lois et l'État. Hein? Et en fait, compte, on doit obéir à tout ça. Donc ça, c'est important. Un bon commandement, qu'est-ce qui est un bon commandement? C'est important. Un bon commandement, c'est un commandement là où celui selon lequel l'ordre qu'on donne n'est au fond que l'explication de l'ordre des choses tel qu'il est. Bon commandement, celui selon lequel l'ordre qu'on donne n'est au fond que l'explication de l'ordre des choses tel qu'il est. Ça, c'est on appelle ça un bon commandement. Hein? L'ordre qu'on donne n'est au fond que l'explication. On explique, la personne comprend cet ordre. La personne va l'exécuter, mais cette personne-là comprend l'ordre reçu. Voici les règles du bon commandement. Et là, je vais parler des principes qui touchent directement au phénomène de relation qu'est le commandement. Je ne vais pas parler de la personnalité d'une personne, parce que ça, chaque personne a sa façon. C'est important. Chaque personne a sa façon, a sa personnalité. Mais la relation au but, par exemple. Le chef doit faire tout ce qu'il peut pour que la personne sache ce qu'il lui est demandé de faire et le but à atteindre. Voici un exemple que je vous donne. Quand les Américains sont entrés en guerre contre le Vietnam, ils ont fait aux États-Unis beaucoup de films de cow-boys. Et dans ces films, on va dire, ils voulaient montrer pourquoi on va en guerre. Pourquoi? Parce qu'il y a les intérêts qu'ils voulaient montrer aux Américains. Ah, c'est le but à atteindre. Parce qu'il y a les intérêts. Dans ce temps-là, c'était le communiste, etc. Mais le chef doit rendre sensible à tous les membres du groupe la relation. C'est le côté éthique, chers amis, entre ce qu'il leur est demandé de faire et le but à atteindre. Quel est le but? Ce que je suis en train de faire, quelle est cette finalité-là? Ça va m'amener à quoi? OK? Ce n'est pas faire pour faire. OK? Donc, ensuite, il y a la justice. Ce qu'un employé attend de son chef, c'est sa justice, c'est-à-dire de me traiter de façon équitable.
hein, c'est la relation humaine par excellence. C'est le jugement final qu'un subordonné porte sur son chef. OK? Autrefois, lorsqu'on parlait des rois, les rois étaient représentés par, avec deux attributs. Il y a la main de justice et le glaive. Ça veut dire, on parlait, ici on peut mettre ça de façon plus euh, euh, contemporaine, la carotte et le bâton. Mais d'après moi, ici, ce sont pour démontrer sa justice, il y a des qualités d'intelligence. Okay? On montre aux gens ce qu'on veut faire et on doit être équitable envers les autres. Il faut avoir l'intention de réaliser ce qui est juste. Il faut savoir ce qui est juste et des qualités de volonté. Il faut vouloir être juste envers les autres. La clarté, on commande bien quand on commande clairement. La personne sait exactement ce qu'il a à faire. La demande est claire. La certitude, c'est un ordre qui ne sera ni contredit, ni rapporté, ni laissé sans contrôle. C'est avec certitude qu'on contrôle. Ensuite, la personnalisation. Il y a des ordres individuels qui doivent être présentés d'une manière qui ne constitue pas une transmission purement mécanique. C'est une relation d'intelligence. Par exemple, hey, non, c'est pas bon. Jean, peux-tu m'aider? Donc, on personnalise. La personnalisation, c'est important. Ensuite, l'initiation, ce sont deux termes qui ont rapport avec la prise de conscience des résultats qu'on veut atteindre. L'initiative et l'initiation, ou en d'autres termes, l'initiative et la responsabilité. OK? Le contrôle, on peut contrôler il faut contrôler pour voir si les ordres sont exécutés. Mais on peut contrôler et on peut sanctionner par des félicitations ou par le blâme. Je peux vous donner une lettre de félicitations, je vous donner une lettre de blâme. Il faut sanctionner ce qu'on fait. Ce n'est pas seulement lorsque l'employé fait des choses mauvaises, vous parlez, vous voulez sanctionner la personne. C'est une sanction négative, mais on peut sanctionner de façon positive, des lettres de félicitations. Ensuite, nous allons voir les types d'autorité. OK? Il y a l'autorité qui est liée à l'avoir, l'argent que vous avez. C'est un pouvoir. C'est un pouvoir. L'autorité liée à l'avoir. Quelqu'un qui possède des biens, de l'argent, des usines, OK? Voire des consciences. Cette personne-là peut même contrôler les consciences, hein? Peut utiliser la main-d'œuvre à son profit. C'est pour cette raison que Karl Marx, dans sa théorie, ce qu'on appelle la théorie marxiste, il a dit que cette forme d'autorité aliène le travailleur et permet l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est une sorte d'autorité. Mais c'est une personne qui a de l'argent qui contrôle les autres. Hein, ce n'est pas la meilleure façon de faire. Et ensuite, il y a le socialiste Proudhon, un socialiste français, qui a défini cette situation, c'est-à-dire lorsqu'on veut contrôler avec ses avoirs. J'ai de l'argent, je peux vous contrôler. Je suis votre boss, je peux vous contrôler. Il a dit, l'homme veut bien mourir pour son prochain, mais il ne veut pas travailler pour lui. L'avoir fait renforcer la prise des riches et des nantis. Les gens qui ont de l'argent, ils essayent de tout contrôler, ils pensent qu'ils peuvent tout contrôler, mais ce n'est pas la bonne façon. Il y a l'autorité liée au savoir, le savoir, la compétence. Hein? Par exemple, celui qui détient la connaissance, l'information, le savant, le professeur, le juriste. Hein? Parce qu'ils ont les compétences, ils ont le pouvoir de prendre, ils ont le pouvoir d'imposer des décisions.
Et là, des fois, les autres, les ignorants, les non-initiés, les profanes, euh, ne peuvent pas contester cette autorité-là. Par exemple, le professeur qui donne un cours, il peut décider de ne pas donner la bonne chose. Mais les étudiants peuvent contester, mais il donne quand même son cours. Est-ce que vous voyez ce qui n'est pas bon, côté éthique? Hein? Il faut regarder ce côté éthique-là. Vous donnez votre cours, vous devez faire des recherches. Hein? Celui qui détient la connaissance, il a un pouvoir, le pouvoir du savoir. Hein? On ne peut pas contester l'autorité d'un pompier, d'un médecin, d'un avocat. Le pompier qui veut éteindre un incendie, le médecin qui prescrit une ordonnance, l'avocat ou le notaire sur une question de droit, de procédure, le plombier ou l'électricien pour une installation électrique. On est là, la cuisinière qui fait sa soupe. Donc, on ne peut pas. Maintenant, on peut contester et on peut protester contre l'inégalité des choses dans l'acquisition des connaissances. Pourquoi que c'est lui qui a fait l'acquisition des connaissances? Pourquoi c'est pas moi? Et on peut contester, mais on peut dire je n'ai pas eu cette opportunité-là, mais on ne peut pas on ne peut pas dire lui, il ne devait pas. Hein, le côté éthique. Il y a l'autorité liée au vouloir, le vouloir de faire des choses. Celui qui possède une volonté de domination, de l'ambition de commander aux autres, une obstination. Des gens qui ont des capacités physiques intellectuelles qui voulaient imposer aux autres. Vous savez, comme Hitler, hein, et leur dicte leur conduite. Mais il y a un débat qui est fait. Il y a des gens qui disent chef né ou le devient. Est-ce qu'on est né avec ça, qui est très controversé en psychologie? On peut naître avec certaines aptitudes, mais les circonstances vécues vont aider plus ou moins à leur épanouissement. Il y a des gens qui peuvent dire, oh, je suis né chef. Ouais, mais si on ne pratique pas, est-ce que vous comprenez? Tout dépend du milieu ou de la situation confrontée. On est là. Et là, il y a des limites à la volonté de puissance. Les gens qui veulent tout contrôler, là, hein, qu'on le veuille ou non, nul n'est jamais en permanence chef ou subordonné, dirigeant ou exécutant, maître ou serviteur de façon permanente. OK? Laissez-moi vous dire une chose. Je reviens sur ça. On n'est jamais chef de façon permanente. Il peut y avoir une situation et vous êtes chef et puis, par exemple, la femme qui fait à manger, vous la traitez de façon piteuse, très malement. Et puis, cette personne-là, le jour où vous avez besoin d'elle, elle peut vous dire, là, madame, moi, je pars. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est cette personne-là qui va avoir le contrôle dans cette situation. Donc, nul n'est jamais, qu'on le veuille ou non, nul n'est jamais, c'est important, en permanence chef ou subordonné. On n'est jamais dans des positions de force de façon permanente. On n'est jamais dans des positions de subalterne de façon permanente. OK? C'est important. Donc, en conclusion, il y a ces trois fondements. Il y a le pouvoir avoir, savoir, vouloir, mais il faut ajouter deux autres qui sont moins classiques. C'est le pouvoir en raison de l'être. Par exemple, quelqu'un qui est né prince, en raison de la qualité. La qualité est un pouvoir, un produit de bonne qualité qui est bien présenté, ça peut devenir un pouvoir, la qualité. Donc, Mendoza écrivait, le César veut de gré ou de force que les inférieurs le révèrent et quasiment l'adorent. Mais maintes fois, un homme simple peut humilier la superbe du puissant.
On peut arriver dans une situation, un homme très simple peut éliminer un puissant. Ça dépend de la situation, ça dépend du contexte, parce qu'on n'est jamais chef de façon permanente. Je donne un exemple. Moi, je suis professeur ici, je peux enseigner, mais j'arrive, par exemple, dans une banque, et puis c'est un de mes étudiants qui va me dire, monsieur, ne prenez pas la ligne, hein, c'est elle, la personne qui contrôle maintenant. Est-ce que vous comprenez? Nul n'est jamais chef de façon permanente. OK? Merci beaucoup. Et puis, au revoir et à bientôt.